Le Parménide de Platon. Notice du traducteur Émile Chambry. Ce dialogue est raconté par Céphale de Clazomène. Céphale nous apprend lui-même qu'il s'était rendu à Athènes pour prendre connaissance de l'entretien que Socrate, tout jeune encore, avait eu avec le vieux Parménide. Il avait en effet entendu dire qu'Antiphon, fils de Pyrilampe, demi-frère d'Adimante et de Glaucon, savait par cœur cet entretien pour l'avoir appris de Pythodore, ami de Zénon, qui y avait assisté. Cet entretien se divise en deux parties essentielles. L'une, où Parménide critique la théorie des formes ou idées exposée par Socrate, et l'autre, beaucoup plus étendue, où Parménide donne à Socrate le modèle de l'entraînement dialectique auquel il doit s'astreindre s'il veut arriver à démontrer la vérité de sa théorie. Dans quelles circonstances Socrate put-il se rencontrer avec Parménide ? D'après Antiphon, qui tenait la chose de Pythodore, Parménide et son disciple Zénon étaient venus assister à la célébration des grandes Panathénées. Ils étaient descendus chez Pythodore. Socrate et quelques-uns de ses amis, entre autres le jeune Aristote, ayant appris que Zénon devait y lire ses écrits, étaient venus chez Pythodore pour les entendre. La lecture finie, Socrate pose une question à Zénon. Tu dis, Zénon, que les êtres sont multiples. Il faut par là même qu'ils soient à la fois semblables et dissemblables. Comme c'est impossible, ton argumentation aboutit à prouver que le multiple n'existe pas, de sorte que tu ne fais que répéter sous une autre forme la thèse de Parménide que l'un seul existe. Je n'ai pas eu d'autre prétention, répondit Zénon, que d'appuyer la thèse de mon maître en montrant aux partisans du multiple qui la critiquent que la thèse du multiple entraîne des conséquences plus ridicules que la thèse de l'unité. Soit, dit Socrate, mais ne penses-tu pas qu'il y a une forme en soi de la ressemblance et de la dissemblance, et que ce que nous appelons le multiple participe de l'une ou de l'autre, ou des deux, et que si toutes deux ont part à la fois ces deux formes contraires, et sont par là semblables et dissemblables à la fois, il n'y a rien d'étonnant à cela. Ce qui serait étonnant, c'est que les formes en soi puissent se mélanger et se séparer, et admettre en elles des idées contraires, comme la ressemblance et la dissemblance, la pluralité et l'unité, le repos et le mouvement. Parménide, surpris et charmé d'entendre Socrate exposer ses idées originales, lui demande s'il est bien l'inventeur de ces formes en soi, et s'il admet des formes pour toutes choses, pour le juste, le beau, le bon, pour l'homme, le feu et l'eau, et même pour les choses communes et viles, comme le poil, la boue, la crasse. Oui, dit Socrate, sauf pourtant pour les choses viles que tu as nommées. J'ai de la peine à croire qu'elles relèvent de formes en soi. C'est que tu es jeune, Socrate, reprend Parménide, et que tu n'oses pas encore aller jusqu'au bout de tes idées. Mais, répond, est-ce de la forme entière ou d'une partie que les choses participent ? Si c'est de la forme entière qui est une, comment peut-elle être en plusieurs choses séparées ? Comme le jour qui, un et identique, est à la fois en beaucoup d'endroits. C'est comme si tu disais d'une toile étendue sur plusieurs personnes qu'étant unique, elle est tout entière sur plusieurs, alors que telle partie de la toile est sur l'un, telle partie sur l'autre. De même, les choses ne participent que d'une partie des formes, et celles-ci sont divisibles. Mais alors, si tu divises par exemple la grandeur en soi, et si chacune des choses multiples qui sont grandes l'est par une partie de la grandeur plus petite que la grandeur elle-même, la conclusion n'est-elle pas absurde ? Ainsi, l'on ne voit pas comment les choses participent aux formes si elles ne peuvent participer ni de leur totalité ni de leur partie. Autre objection, si tu embrasses dans ta pensée à la fois la grandeur en soi et les choses grandes, ne vois-tu pas apparaître encore une autre grandeur
par laquelle toutes celles-là paraissent nécessairement grandes, puis, après celle-là, une autre, et ainsi de suite à l'infini. Dès lors, chacune de tes formes n'est plus une, mais infinie en nombre. Mais peut-être, réplique Socrate, chacune de ces formes n'est-elle qu'une simple pensée. En ce cas, si les autres choses participent de cette pensée qui est une et toujours la même, il faut ou que tout soit fait de pensée et que tout pense, ou que tout, quoique pensé, ne pense pas. C'est en effet insoutenable, répond Socrate. Mais ces formes sont peut-être des modèles, et la participation aux formes n'est pas autre chose que la ressemblance. Ici encore, réplique Parménide, par derrière la forme ressemblance apparaîtra une autre forme, puis une autre, et ainsi de suite, à l'infini. Il y a plus. Ces formes que tu supposes existant en soi, n'existant pas en nous, il y aura deux mondes séparés, celui des formes en soi et celui des choses d'ici-bas nommées d'après elles. Il y aura ainsi la science en soi, c'est-à-dire de la vérité en soi, et la science de la vérité qui est parmi nous. N'ayant point de part à la science en soi, nous ne connaîtrons donc aucune des formes. De même Dieu, qui possède la science en soi, ne connaîtra pas les choses de notre monde, puisque les formes de là-haut n'ont point d'action sur les choses de notre monde, ni celles-ci sur celles-là. Voilà les conséquences auxquelles ta théorie des formes ne peut échapper. Et cependant, il faut bien les admettre, car si l'on n'admet pas qu'il y a pour chaque être une idée toujours identique, il n'y a plus de discussion possible. Alors, que vas-tu faire, Socrate? Je ne sais pas, je suis embarrassé. Ton embarras vient de ce que tu t'es mis à définir le beau, le bien, le juste et les autres formes, avant de t'être exercé à la dialectique qui peut seule porter la lumière dans ces questions obscures. Il ne suffit pas de supposer qu'un objet existe et d'examiner les conséquences de cette supposition. Il faut encore supposer que cet objet n'existe pas. Prenons par exemple l'hypothèse de Zénon que la pluralité existe. Il faut chercher ce qui doit en résulter, et pour la pluralité relativement à elle-même et relativement à l'un, et à l'un relativement à lui-même et à la pluralité. Si au contraire la pluralité n'existe pas, il faut encore examiner ce qui s'ensuivra et pour l'un et pour la pluralité relativement à eux-mêmes et l'un à l'autre. De même, pour la ressemblance et la dissemblance, le mouvement et le repos, la naissance et la mort, l'être et le non-être, étude immense et laborieuse. Socrate prie Parménide de donner un exemple de sa méthode, et toute la compagnie se joint à sa demande. Parménide se rend à leur désir. Il va prendre pour sujet sa propre hypothèse de l'un, et c'est le jeune Aristote qui est chargé de lui donner la réplique.